Bon, mais écoutez, je suis heureux de vous accueillir dans une des deux salles du cinéma, qui est, je vous le rappelle, enfin, pour ceux qui ne savent pas, un bâtiment communal. Et nous confions effectivement la gestion de cet espace-là à l'association Le Paradis, qui nous permet, quand on n'a pas des problèmes avec la situation et la crise sanitaire, qui assure dans la grande art et essai. Hein, il y a une salle qui est un peu plus petite, qui fait surtout l'art et essai, et on assure ici les films de grande distribution. Alors vous avez compris, comme je l'ai dit à mon collègue tout à l'heure, la CDC va faire son cinéma ce soir. Voilà. Alors, on va faire l'appel. Déjà, on va avancer. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casamajou. Casimajou. Ah oui, parce que Casamajou, il n'est pas là. Casimajou, ok. Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandon-Pierre, Bernard Daney, François Doran, Jean-Marc Depuy, Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Maryse Fortinon, Bruno Garabos, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Loland, il n'est pas arrivé encore, elle va arriver. Julien Le Tacon, donc c'est à donner pouvoir, hein, c'est à Jean-Patrick Soulet. Donc, où j'en étais? Oui. André Massieu, Bernard Mateille a donné pouvoir à Jean-Pierre Dupuit. Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, donc ça c'est le suppléant. Donc on continue. Patricia Peignet, Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rideau, voilà, pouvoir à Didier Casimajou, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet, Aline Techné. Voilà. Bon, donc nous allons en venir à notre conseil communautaire. Je vous propose comme secrétaire de séance Sylvie Porta. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette nomination? S'abstient? Donc Sylvie Porta est désignée secrétaire de la séance de ce soir. Voilà, donc nous allons prendre le premier point. Ah oui, alors on m'avait dit aussi dans le filage que donc ce soir, il y a eu ce qu'on attendait depuis très longtemps. L'arrêté de catastrophe naturelle a été pris. Hein, ce matin, il est sorti au journal officiel. Donc nous allons pouvoir, effectivement, avec tous ceux qui ont été impactés par les inondations et les situations catastrophes auxquelles on a été confrontés, donc ils vont pouvoir maintenant œuvrer avec leurs assurances, et ils l'attendaient impatiemment parce qu'il y en a qui commençaient à s'inquiéter très sérieusement. Et il y avait des raisons de s'inquiéter puisque le Lot-et-Garonne l'arrêté avait été pris il y a quelque temps, et en plus après c'était les Charentes qui avaient eu le problème après nous, qui ont été aussi qui ont eu l'arrêté de catastrophe naturelle avant nous.
Donc on se demandait s'il n'y avait pas un loup derrière tout ça. Non, bon, on est rassuré, l'arrêté a été pris donc ce matin. Et deuxième information, c'est pour le mettre dans vos agendas, le déplacement du prochain conseil communautaire du 14 avril, qui se déroulera le 14 avril au lieu du 7 avril. Initialement, il était prévu le 7 avril, il aura lieu le 14 avril. Voilà. Donc, ensuite, il y a dans la liste des décisions du président. La liste vous a été transmise avec la convocation, donc s'il n'y a pas de remarques particulières, voilà, et on peut passer maintenant donc à les délibérations qui sont à l'ordre du jour. Donc le premier point, donc nous avons eu de la part de Madame la préfète a accepté la démission de notre collègue Bernard Mateil. Donc de ce fait, il faut que l'on délibère sur la modification du nombre de vice-présidents. En accord avec le bureau, je vous propose donc de réduire le nombre de vice-présidents de 11 à 10. Voilà, ça nous paraissait intéressant parce que nous avions commencé un travail important au niveau du groupe et la cohésion donc explique un petit peu pourquoi nous avons souhaité réduire le nombre de vice-présidents à 10, ce qui est... Alors, en sachant que les deux postes qui ont été occupés par notre collègue Bernard Mateil, à savoir les finances, donc, seront confiés à notre collègue Dominique Clavier, et les ressources humaines, ayant pas mal d'habitude dans ce registre-là, je garderai les ressources humaines, je les gérerai. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette proposition? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on n'en a pas. Donc je vous remercie beaucoup. Deuxième délibération, c'est les indemnités, puisque, alors, oui, que vous sachiez, comme on ne modifie pas l'ordre que vous aviez décidé le 11 juillet, donc chacun remonte, et donc notre nouveau premier vice-président est Dominique Clavier, et les autres vice-présidents montent du coup d'un palier. Et donc, la deuxième délibération concerne les indemnités de la fonction du président et des vice-présidents. Du coup, il y a modification, on est obligé de redélibérer à ce niveau-là. En plein accord, là aussi, avec l'ensemble du bureau, et sur la proposition donc, de Monsieur Finance, qui est maintenant Dominique, nous avons décidé que nous allons pas modifier les indemnités telles qu'on les percevait avant, c'est-à-dire que les indemnités qui étaient perçues par notre collègue Bernard Mateil seront remises donc, au budget général. Donc il n'y aura pas de modification par rapport au taux des indemnités que nous avions jusqu'alors. Alors je vous les rappelle quand même. Donc c'est-à-dire que donc l'indemnité du premier vice-président, c'est pareil, elle disparaît. Hein. Donc l'ensemble des vice-présidents ont la même indemnité.
Donc, l'indemnité du président est toujours fixée à 60% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et l'ensemble des vice-présidents, donc eux, sont à 18,66 de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Voilà. Donc je vous propose de délibérer sur ces indemnités, enfin ce régime indemnitaire qui ne se modifie pas par rapport à celle qu'on avait pris, si ce n'est que la collectivité sera abondée de 11 000 €, puisque c'était à peu près, avec toutes les charges et tout ça, c'était à peu près ce qui correspond annuellement. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, troisième délibération, c'est une délibération qui concerne la contribution au SDIS 33. Alors vous savez, c'est la deuxième année, je crois, que c'est le département qui gère le SDIS nous avait dit l'année dernière que vu l'accroissement démographique sur notre territoire, ça suppose des moyens supplémentaires et donc des coûts supplémentaires. Et donc, il souhaitait répercuter ça au niveau... vous avez la taxe de capitation qui est au niveau des communes, mais là, bon, pour une question de facilité, il voulait que l'on passe par les CDC pour appeler cette contribution supplémentaire qui, normalement, devait durer 3 ans. Donc, nous sommes sur la deuxième année, il y aura encore une année supplémentaire. Voilà, et nous, après, vous inquiétez pas, on la récupérera au niveau des communes, puisque c'est une contribution, normalement, des communes. Hein. Mais pour des questions de facilité, préférez passer par la CDC. Voilà un petit peu, bon, c'est sûr, on l'avait déjà expliqué, donc cet appel à cotisation de la part du département, voilà, c'est la deuxième année, normalement il y en aura une troisième, voilà, et peut-être une dernière où il y aura peut-être une remodification de la taxe de capitation au niveau des communes. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non? Oui, allez-y. Il me semblait que c'était la troisième année parce que l'arrêté... Ouais, c'est la troisième parce que... Ah bon, c'est la troisième année. Bon, je pensais que c'était... On a recherché un peu l'arrêté daté de 2018. D'accord. Bon, ben voilà, alors normalement c'est la... Tu as raison d'intervenir, Laurence. En fait, c'était pour la question que j'avais posée, c'était justement l'échéancier parce que on avait compris que cette subvention exceptionnelle avait pour vocation de combler un déficit. Absolument. Un compte à des erreurs dans le recensement de la population, on va dire ça comme ça. C'est un peu oui. Ouais, c'est un peu rapide. Oui. C'est un décalage voilà, sur la prise en compte de la population. Et dans l'arrêté de 2018, on n'avait pas retrouvé le nombre d'années pour combler le déficit. On ne voulait pas que la subvention exceptionnelle devienne pérenne. En fait. Voilà. D'accord. Donc, merci de m'avoir corrigé, parce que je suis persuadé qu'on était sur la deuxième. Non, c'est la troisième année. Donc, c'est la dernière année, normalement, sur cette contribution et cette taxe supplémentaire qui était liée à la poussée démographique de notre territoire. Michel. Oui, donc je confirme, effectivement, on est dans les mêmes dispositions. Il se trouve que, d'après mes informations qui datent de 2019, je ne sais pas si elles ont dû être actualisées depuis, le budget du SDIS est de l'ordre de 162 millions d'euros, et la contribution demandée est répartie entre la métropole, le département et les intercommunalités en ce qui concerne l'excédent de ce qui est perçu, de ce qui est nécessaire par rapport à la capitation. Donc si j'ai bien compris, vous allez me contredire éventuellement, la capitation elle est bloquée parce qu'elle était bloquée depuis je crois 2002 et donc elle est bloquée à un niveau qui est insuffisant par rapport à l'accroissement de la population depuis cette date. Donc très bien, ça c'est la loi. Et je m'étonne un peu que sur un département qui a un budget d'1,9 milliard, on soit obligé d'aller chercher 1,029 million €
au sein des communautés de communes. Donc ça, c'est un premier point. Et ça a été fait, ça a été signé il y a 3 ans, effectivement. Et moi, je pense que cette cotisation volontaire, participation volontaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, elle a vocation à être supportée par la communauté de communes et non pas à être reventilée aux communes, puisque les communes ont, par définition, payé la taxe capitation qui est bloquée au niveau de l'inflation. Donc je ne vois pas pourquoi on la reventilerait aux communes et je vous invite à contrôler avec les communautés de communes voisines pour vérifier qu'effectivement elles prennent en charge la totalité de cette taxe sans la refacturer aux communes. Oui, simplement, quand nous en avions discuté à l'origine, donc on avait admis le fait que donc on allait, la CDC allait s'acquitter de cela, mais qu'on l'a répercuté au niveau des collectivités, hein, puisque c'est quand même une taxe globale et un service du SDIS, hein, du service départemental incendie et secours. Voilà. Et que, bon, il nous semblait, c'était ce qu'on avait, admis au début. Bon, donc on est dans la continuité de ce qu'on avait décidé à l'origine. Voilà. On est bien sur une nouvelle délibération, donc là on a le loisir de changer d'avis. Parce que chaque année, à chaque fois, il faut délibérer. Voilà. Moi, c'est le montant qu'on doit reverser qui m'inquiète un petit peu, parce qu'en 2018, effectivement, quand le SDIS, je n'étais pas encore maire à l'époque, mais enfin, si je me souviens bien, le SDIS avait dit qu'il ne faisait plus les contrôles et qu'il fallait qu'on voit dans un autre organisme. Donc nous avions choisi à ce moment-là, à partir de juillet 2018, le SDEG. C'est-à-dire que c'est le SDEG qui nous fait les contrôles. Et pour le SDEG, on paie 660 € à l'année. Et là, pour le SDIS, on nous demande 2644 €. Donc je m'interroge quand même. Si ça n'a pas inquiété mon prédécesseur, moi je vous assure que ça m'a fait dresser les oreilles sur la tête. Donc je voudrais quand même qu'on m'explique comment cette répartition a été faite. Comment c'est aussi cher que ça. Donc on continue à payer le SDEG. On fait le SDIS qui ne fait plus les contrôles. C'est le SDEG qui fait les contrôles. Si, moi, Cadia qui fait les contrôles. Ah mais non, nous, il nous a dit on ne vient plus les faire. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que nous, il nous fait toujours les contrôles et c'est... Nous, ils ne les font plus. Donc j'ai interrogé le SDEG il n'y a pas plus longtemps qu'une dizaine de jours, et le SDEG m'a dit non, mais bon, continuez à nous appeler à nous, sinon eux, ils ne le font plus, non, on le fera pour... c'est le SDEG qui raconte ça, parce que moi, je peux vous dire, nous... donc mon collègue là, a payé comme ça. À Bégaye aussi. Voilà, Bégaye aussi, et Cadillac aussi. Et Gonzac aussi. Vous voyez, alors, bon. Alors ok, mais par contre le montant, j'aimerais bien quand même qu'on me donne un petit peu de détails, parce que si un organisme peut le faire pour 600 €, je ne vois pas pourquoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Cette taxe n'a rien à voir avec le contribution volontaire, non, c'est une contribution obligatoire chez moi, elle n'est pas volontaire, parce que c'est pas logique, quoi. Il faudrait revoir le vocabulaire. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet des contrôles, où à un moment d'ailleurs le SDIS avait dit qu'il ne les ferait pas, et il est revenu sur sa position, ce qui fait qu'un certain nombre de communes sont allées chercher une solution alternative avec le SDEG, et j'en fais partie, et le SDIS a décidé, et ça je sais pas vous dire pourquoi, qu'il réassurerait les contrôles. Ça c'est une chose. Là aujourd'hui la contribution, c'est pas lié à ce problème de contrôle, c'est l'équilibre général du financement du SDIS qui est posé. Hein, donc c'est 2 choses différentes, mais il y a eu effectivement un aller-retour du SDIS qui a quand même créé un peu une confusion, puisqu'il a dit je ferai plus les contrôles, on s'est engagé, comme toi, hein, je suis au SDEG, donc on paye alors qu'effectivement il continue à le faire à titre gratuit pour le moment, mais je ne sais pas si ça durera, mais pour le moment on peut dire qu'on paye 2 fois, oui. Ah mais absolument, et puis bien. Oui, mais... Et comment ça a été calculé par contre? J'aimerais bien savoir par rapport aux autres communes, enfin, quelle proportion, pourquoi on arrive à la population? C'est la population. La population, parce que l'écart de gestion du SDIS, bien qu'effectivement les populations qui ont été prises en compte, c'est 2002, ce qui fait que les moyens, c'était sur une population de 2002 et sont... D'accord.
correspondent plus. C'est deux sujets distincts, mais qui méritent quand même de... Oui, parce qu'une commune de 1200 habitants, je trouve payer 2644 €, je trouve que c'est énorme. Donc il faudrait peut-être voir si ça a bien été calculé. Non, mais... Hein? Le SDIS ne facture pas les contrôles. Hein. Ah non, non, mais c'est pas le SDIS ne facture pas de contrôle. Hein. Non, non, là c'est la contribution par rapport au... Non, mais j'ai bien compris. Voilà, bon. Tout à fait, j'ai bien compris. Moi je paye. Voilà. Peut-être 3200 € par l'année. Oui. Pour information, là, pour Michel, alors il y a peut-être des communautés de communes qui ont décidé de le prendre en compte. On peut toujours mettre une couche sur les communautés de communes, c'est pas un souci. Mais juste pour une information factuelle, le Réolais et le Sud-Gironde, ils refacturent aux communautés de communes. C'est juste une information. Effectivement, c'est des choix. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur le sujet? En plus, effectivement, c'est pas notre compétence. Hein. Si on s'en tient aux compétences, on n'a pas de compétences dans le domaine du... Donc là c'est un support administratif. Voilà. Je peux juste un dernier mot, c'est un choix, c'est la communauté de communes qui a contracté, ce ne sont pas les communes. On n'était pas obligé de venir au secours du département, dont le budget s'est accru d'une façon très importante. La population a augmenté, les impôts aussi. Donc clairement, c'est quand même... C'est pas nous qui sommes allés. On nous a dit il y a une contribution supplémentaire à payer. Bon, pour une question de facilité, c'est ce que j'avais compris. Ils préféraient passer par le biais des communautés de communes qui le répercuteraient après sur les communes dépendantes de leur territoire, voilà, mais c'est pas nous qui avons été dire mais on va... Non, non. Mais il y a une contribution qui est liée à une population qui s'est développée, donc augmentation et services en matériel, en moyens humains. Donc, et il y avait nécessité de faire un réajustement contributif. Bon, voilà, il a été fait et il l'avait mis sur 3 ans. Donc, on arrive au terme de la 3e année. Voilà. Autant je me souviens, on est deux se souvenir, hein, c'est une proposition qui a été faite par le SDIS, qui au début n'était pas directive. Hein. C'est l'ensemble des communautés de communes de Gironde qui ont décidé, suite à la sollicitation du SDIS, d'adhérer, de donner un coup de main, pardonnez-moi l'expression. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Il y en a? Oui. Voilà. Qui s'abstient? Alors, donnez-moi vos noms. Monsieur. Monsieur Perner, après. Madame Peigné. Monsieur Pédurand, voilà. Après. Gara. Rappé. Monsieur Rappé. Cariesco. D'accord, madame. C'est bon? 7 abstentions. Hein? 1 contre, 7 abstentions. Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'autorisation à engager la phase 2 de la démarche qualité HS2, qui concerne principalement la silver economy. C'est établi en lien avec le syndicat mixte Sud-Gironde, dont la communauté de communes est membre. Elle anime la démarche de qualité haute sécurité santé, afin que le territoire du Sud-Gironde soit labellisé HS2 collectivité, dans le cadre de l'adaptation du territoire au vieillissement de la population et au développement de la silver economy. Donc la première année, la première phase, c'était l'état des lieux. Deuxième phase concerne la labellisation en soi. Voilà. Donc il faut
que je puisse avoir votre autorisation pour passer à cette deuxième phase. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur le sujet? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. En suivant, donc nous avons sur le point, c'est le 5e, ouverture de crédit anticipé numéro 02 en section d'investissement du budget annexe des ordures ménagères Podinsac. Et je donne la parole à mon collègue Dominique Clavier. Merci. En fait, on a déjà évoqué ce sujet lors du conseil communautaire du 20 janvier à Sérons, où on avait pris une délibération avec un montant de 5 000 € pour l'achat de bacs à puces, qui était la demande du service des ordures ménagères. Il s'avère que ça ne correspondait pas exactement à ce qu'il fallait, et le besoin était un petit peu différent, du moins supérieur. Donc on annule cette délibération du 20 janvier qui était sur 5 200 € pour des bacs ordures ménagères. La demande qu'on fait aujourd'hui s'inscrit toujours dans le même temps, c'est inférieur à 25% du montant des investissements engagés l'année dernière, qui était à hauteur de 168 100 €, le quart représentant 42 025. Et aujourd'hui, l'engagement, la demande porte sur une commande de 10 000 € hors taxe pour des bacs, et de 12 000 € pardon, pour un achat d'un modulaire d'occasion. Cet achat de modulaire servant de bureau de guérite au niveau de la déchetterie, puisque l'agent aujourd'hui a une espèce de cabine là, qui n'est pas très salubre et qui convient quand même de remettre à un niveau acceptable et socialement respectable des gens qui travaillent là-bas. Donc on projette d'acheter le service, un modulaire d'occasion qui sera aux normes actuelles et un peu plus confortable pour notre agent. Donc ça porte donc globalement sur 22 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc nous allons délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Le point suivant, c'est toujours Dominique Clavier qui va vous le présenter, c'est l'accompagnement au déploiement de la plateforme Ma Ville Mon Shopping. Oui, là aussi, c'est un sujet qu'on a déjà abordé et dont les montants ont été communiqués lors de la commission économique qui s'était tenue sur ce sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'il s'agit, c'est d'instruire les dossiers et d'autoriser le président à faire les demandes de financement. Donc, Ma Ville Mon Shopping, je crois qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est un système, c'est une procédure qu'on a mis en route au moment de la crise Covid, enfin au mois de décembre, et dont la vocation et l'ambition, c'est de la pérenniser dans le temps, puisque c'est aussi, j'allais dire, un marchepied pour nos commerçants à passer sur le numérique et pouvoir les accompagner dans cette démarche. Donc les montants sont, la dépense totale est de 73 267. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de sommes qui ont été engagées là-dessus, hein, notamment l'action promotionnelle Code Promo à hauteur de 10 000 €, qui a été faite au mois de décembre. Et sur la communication, on a budgété 6 300 €. Il y a 3 000 € à quelques euros près qui ont été aussi engagés dans des flyers afin de commencer à communiquer. Donc la dépense globale est de 73 267. En contrepartie, sur les recettes, on a deux aides à aller chercher. C'est la subvention de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, à hauteur de 36 633, et la Caisse des dépôts pour 20 000 €, ce qui fait que ça fait un projet qui est financé à 77%, ce qui n'est pas très loin de, effectivement, la base des 80%, qui est la norme. Donc un autofinancement qui reste à charge de la collectivité de 16 633 €, qui restera donc à notre charge pour une action économique quand même significative, et encore une fois qui s'inscrit dans la durée,
puisqu'on est engagé toute l'année 2021, et on verra si par la suite il faut la pérenniser un peu plus, de façon à ce qu'il y ait une dynamique qui s'organise au niveau de nos commerçants sur cette démarche. Donc, ce que je vous demande, c'est de valider ce plan d'action et d'autoriser le président à déposer les demandes de financement afin qu'on récupère l'argent que les collectivités territoriales et la Caisse des dépôts peuvent mettre à notre disposition. Merci beaucoup, M. Carrier. Juste un mot, s'il vous plaît. Donc, c'est... juste, je le rappelle, on demande la parole. S'il vous plaît, monsieur le... Ouais. Merci. Non, mais je crois que si on adopte les bonnes règles, ça facilite le Il n'y a pas de problème. Simplement, allez, les subventions, là, c'est hypothétique. Vous n'avez pas les accords, vous n'avez pas fait les demandes encore. Les demandes vont partir. D'accord, mais enfin, on ne les a pas. Donc, on vote un autofinancement de la communauté de communes dont on est sûr de rien. Oui. Bon, juste une précision. Mais j'ai pas dit contraire non plus, j'ai dit demande les subventions. C'est pour ça que je voulais la précision. D'autres interventions? Oui. Michel? Oui, donc moi j'avais effectivement la même remarque sur les subventions. Tant qu'elles ne sont pas attribuées, elles ne sont pas dans les caisses. Je me réjouissais de ce plan qui me paraît intéressant. Et comme la dernière fois sur le plan qu'on avait fait sur les aides économiques ponctuelles qu'on avait fait l'été dernier à l'occasion de la crise du Covid, j'avais demandé à ce moment-là si on avait un suivi des aides qui avaient été versées. Il m'avait été répondu que ça nous serait donné dans le temps. Donc là, c'était une première question qui est peut-être un peu en dehors, mais pas vraiment. Quel est le suivi qu'on a eu par rapport aux aides qu'on a distribuées pendant l'été et à la rentrée? Et ensuite, deuxième point, quel est le mécanisme de suivi que l'on a pour savoir le nombre de commerçants qui ont, à ce jour, à cette date aujourd'hui, sont déjà rentrés dans le processus, et si est-ce qu'on pourra avoir un suivi au fur et à mesure du déploiement du dispositif, ce que vous avez prévu pour qu'on puisse avoir... Sur le nombre de commerçants, là je ne l'ai pas en tête, mais il n'y a pas de souci, on l'a, on vous le communiquera. Hein. On a le nombre de commerçants qui sont sur la plateforme, je crois même qu'on a les volumes d'achat, le nombre de bons... On a un certain nombre d'éléments chiffrés. En tête, Léa est là, c'est plus de 50 commerçants, c'est ça? On a 50 commerçants inscrits, et après on a 30 qui ont vraiment créé leur boutique, et là on a quelques-uns qui sont encore en train de s'inscrire, qui nous appellent pour pouvoir être accompagnés justement auprès de la démarche. Donc, ce qui est intéressant, c'est voilà des données factuelles. Et il y a quand même un plan qui effectivement sur des formations qui vont peut-être aider certains à passer le cap, qui ne le font pas aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas, et je serai sûrement dans ce cas, dans cette situation-là. Donc les formations vont certainement permettre d'en faire accéder un plus grand nombre. On fera la mesure parce que ça c'est avec le numérique, on l'a précisément et on vous la communiquera. Quant à la première question, elle n'était effectivement pas sur ce sujet-là, on fera un bilan aussi, je ne l'ai pas. Merci beaucoup Dominique. D'autres questions? Non? Bon. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Délibération suivante qui concerne la prévention et gestion des déchets. Demande d'adhésion à la société publique locale Tri Gironde pour le tri des recyclables hors verre de la rive gauche. La rive droite, non, puisqu'elle passe par le Sémoctome et le Sémoctome avait déjà adhéré. Donc je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Merci Président. Bien, donc cette délibération pour acter le fait de pouvoir entrer dans l'actionnariat de la SPL, un petit rappel au regard des enjeux territoriaux en matière de gestion et de valorisation des déchets. Cette étude avait été initiée et lancée en 2016 déjà par le département pour répondre à la demande qui vous était faite de participer et de pourvoir un centre de tri compatible à l'extension des consignes de tri qui nous sont demandées d'ici les, enfin sous peu, d'ici les années à venir. Il faut que d'ici 2020,
2023, nous puissions tous être dans les clous pour les extensions aux consignes de tri. Donc cette étude qui a été menée a permis d'aboutir sur la transformation et la création d'un centre de tri à Saint-Denis-de-Pile et a débouché sur la création d'une société publique locale à laquelle divers, on va dire, syndicats et diverses communes et collectivités se sont déjà inscrits. À ce jour, il y a 6 établissements publics dont le CEMOCTOM et le SICTOM font partie. Donc nous avons déjà la moitié de notre territoire qui est parti sur la SPL pour donc, tout le territoire de la rive droite, avec le CEMOCTOM, et une commune par le SICTOM, donc, qui est la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Donc l'adhésion à cette SPL-là concerne le territoire de la rive gauche, pour laquelle nous avons donc la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, puisque nous avons délégué, donc, enfin transféré cette compétence donc, sur les autres rives. Voilà. Donc la demande de l'adhésion à la SPL sera soumise au conseil d'administration qui devra se réunir par une assemblée extraordinaire afin de valider notre demande et pouvoir nous permettre de rentrer et de participer au capital. Et la participation au capital, donc elle sera calculée sur la base en proportion de la population DGF, donc des 13 communes du territoire de la rive gauche. Nous avons déjà inscrit, et elle est toujours au budget, pour les anciens élus qui ont participé à déjà tous ces travaux et qui ont suivi tous les budgets, elle est déjà inscrite, cette provision, sur tous les budgets depuis maintenant 3 ans. Donc nous avons cette somme qui est inscrite. Je vous rappelle l'avis favorable du bureau des maires du 14 janvier 2020 et l'avis favorable de la conférence des maires du 9 février 2020, donc pour participer à l'entrée de cette SPL. Donc il vous est proposé ce soir d'autoriser le président à demander l'autorisation d'adhérer à la SPL Tri-Gironde et à pouvoir engager toutes les démarches nécessaires de façon à pouvoir signer les papiers et rentrer au capital de cette société. Des questions? André. Je peux. J'ai toujours été un mauvais élève, j'espère le rester longtemps. Mais, juste un mot, vous vous rappelez la conférence des maires, effectivement, moi j'avais fait une réflexion pour rentrer dans cette SPL sur le fait qu'effectivement on va payer le financement dans des investissements qui sont assez conséquents. On avait, dans la même réunion, donc on avait évoqué le fait que la COVED avait fait des investissements, ils pouvaient effectivement traiter les mêmes produits sur notre territoire. Donc je trouve ça un petit peu bizarre que l'on valide ça. Alors bon, vous dites que ça a été validé X fois peut-être, moi je ne l'aurais pas validé. Et après, j'ai mis un doute puisque ça a été présenté dans la même conférence des maires par le CEMOCTOM, lequel CEMOCTOM, si j'en juge, puisque moi je n'ai pas pu poser toutes les questions que j'aurais voulu puisque ça a été écourté, mais on est venu nous dire que ce syndicat et cette nouvelle organisation sera gérée sûrement de la même façon. Ils sont venus nous dire qu'ils avaient très mal géré le CEMOCTOM et à tel point qu'ils nous ont augmenté de 500% les cotisations des professionnels. Donc je trouve qu'il faut faire très attention dans les engagements dans ce genre de structure. Voilà. Michel ? Oui, je vais aller dans le même sens qu'André, c'est-à-dire que vous allez me dire si je me trompe, si j'ai bien compris le dispositif. Donc il y a une société publique locale qui est constituée pour construire un centre de tri. Nous sommes d'accord ? Ce centre de tri est supposé pouvoir trier l'ensemble des plastiques, notamment comme on doit le faire à partir de 2023 sur le plan. Donc si on adhère à cette société publique locale, ce n'est pas elle qui va construire, c'est elle qui va financer.
Et ce n'est pas elle qui va faire fonctionner le centre de tri. Donc, je suppose et je sais qu'il y a donc un appel d'offres qui a été lancé pour la construction du centre de tri, auquel ont répondu un certain nombre de sociétés privées. Au nombre de 4, si mes renseignements sont bons, et dont les dépouillements des offres ont eu lieu assez récemment, sans que le résultat ait été prononcé pour autant. Donc, si, une fois la décision prise, il va donc y avoir construction du centre de tri, qui a priori sera fini sans doute fin 2022, et à ce moment-là, il pourra commencer à fonctionner. Bon. Une fois qu'il fonctionnera, si on adhère, on n'a pas d'autre solution que d'avoir recours à ce service, nous sommes d'accord. À ce moment-là, vous me coupez hein, si je me trompe, à ce moment-là, on va avoir une collecte qui va être faite pour le tri dans nos communes de la rive gauche, dans des camions bennes, qui ne vont pas pouvoir aller jusqu'à Saint-Denis-de-Pile. Donc ils vont aller jusqu'à un centre de transfert, qui est dans l'entre-deux-mers, sans doute, où il y a la rupture de charge, elles vont être reprises pour être amenées au centre de Saint-Denis-de-Pile pour traitement. Voilà. Donc ça, c'est le schéma que vous nous proposez, sans nous dire complètement combien il coûte, parce que vous avez tourné un peu autour du pot en disant que les budgets, les sommes sont prévues au budget. Très bien, mais je n'ai pas entendu la somme. Les sommes sont prévues au budget, si je peux vous dire, c'est 50 000 € pour rentrer en actionnariat. On est d'accord. Ensuite, le reste, nous n'avons pas. D'accord. Donc il y a un actionnariat, j'ai bien compris, qui était un capital qui a 225 000, auquel on ajoutera notre contribution. Ça, très bien. C'est la rentrée au capital, on est d'accord. Il ne s'agit pas de financer les travaux pour lesquels on n'a absolument aucune visibilité pour le moment. Donc on va un petit peu, on ne sait pas trop où on va en fait. Hein. Par rapport à une situation qu'on a aujourd'hui, vous me direz la situation qu'on a aujourd'hui avec la Covet-Paprec, c'est une situation qui va durer jusqu'à la fin de l'année, puisque le contrat, si je ne m'abuse, se termine à la fin de l'année 2021. Donc déjà, j'y vois une impasse entre la fin 2021 et la fin 2022, comment on fait. Et on a effectivement développé sur le site de l'Andiras, il y a eu un investissement de 20 millions d'euros qui a été fait pour le tri, notamment pour améliorer le tri, pour que ce tri plastique soit fait. Il est tout à fait opérant depuis le mois de novembre, et il monte en puissance depuis quelques semaines. Donc ça, c'est clair. On a ça marche, ça fonctionne, c'est chez nous. Et je vous rappelle à tout hasard que c'est quand même une entreprise. Alors peut-être qu'elle sera pas reconduite l'année suivante, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'était un choix qui nous paraissait pratique parce qu'il était local. Hein, on n'avait pas besoin de faire de reprise de charge puisqu'on allait directement trier à Ilax. Que c'est une entreprise qui a créé de l'emploi pour cette chaîne et qui, incidemment, gagne de l'argent, tant mieux. Elle paye des impôts, notamment CVAE, contribution foncière des entreprises. Donc ça me paraissait logique. Autant je peux imaginer que sur la rive droite, on aille à Saint-Denis-de-Pile, autant je pensais que sur la rive gauche, on devait essayer de trouver des solutions un peu plus proches, d'autant plus que là, on a quelque chose qui est d'une opacité totale en matière financière. On n'a pas de budget, on ne sait pas quel est l'amortissement du matériel, et ça sera de toute façon traité par une société privée à l'arrivée. Donc je dirais, je ne comprends pas la logique, même si je peux comprendre qu'on a envie de se réunir entre collectivités pour faire un outil. Ça, je peux le comprendre. Mais a priori, cet outil va fonctionner au moins, j'étouffe un peu là-dessous, il va fonctionner au moins dans les 7 premières années avec un prestataire. Donc voilà, dites-moi si je me suis trompé dans mon interprétation, et si mon interprétation est bonne, je ne comprends pas la logique du projet. Alors la logique du projet, elle est partie qu'au départ, quand ce centre de tri qui devait se créer, forcément c'était pas Saint-Denis-de-Pile, hein, ça a été l'aboutissement de plusieurs années de travail, et que sur notre territoire, rien n'était défini. Covet n'avait absolument pas prévu de modifier son centre de tri à l'époque, hein, et quand nous avons commencé à nous engager sur des travaux pour cette extension de consigne de tri, Covet n'avait pas prévu, donc, comme je vous dis, de faire le sien, et ni de l'étendre. Donc nous nous sommes engagés sur ce nouveau centre de tri avec d'autres collectivités. Après, c'est une philosophie. Soit on veut toujours avoir affaire à une société privée sans avoir la main mise dessus, et à chaque fois qu'on a un renouvellement de contrat, on se prend entre 150 et 200 000 euros d'augmentation. On peut le faire, mais on ne sait pas où on va non plus avec un privé. Si vous me dites qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout où on va, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu un appel d'offres de lancer. Il y a 4 sociétés qui ont candidaté.
Aujourd'hui, je ne sais pas laquelle a été retenue, ni pour quel tarif. Peut-être que le tarif est équivalent ou supérieur ou un peu inférieur à ce qu'aurait pu proposer, puisque, bon, je pense que vous le savez, Covet-Paprec a aussi candidaté pour ce centre de tri de Saint-Denis-de-Pile. Donc, à aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui a été retenu. On part effectivement un peu à l'inconnu, mais on sera actionnaire dedans. Et on aura toujours la main mise. Je ne pense pas qu'on soit là pour se tirer une balle dans le pied. On aura toujours la main mise peut-être sur les marchés que l'on voudrait passer. Enfin, c'est plutôt une philosophie que de partir sur un monopole comme on peut le voir en ce moment avec Veolia sur la métropole et où on est tenu de passer par eux parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc à un moment donné, où on veut essayer de couper ça et puis de pouvoir avoir la main mise, où on continue avec un actionnaire privé qui a aussi sur notre rive gauche, excusez-moi, mais le monopole, hein, là, on a 3 marchés en ce moment avec Coved, que ce soit la collecte, que ce soit le tri ou que ce soit la déchetterie. Nous avons 3 marchés avec ce prestataire. Bon, il est sur notre territoire, certes, mais derrière, et on peut le voir à chaque budget, nous avons, à chaque fois que l'on renégocie un marché, nous avons des augmentations qui sont conséquentes, et vous le voyez à chaque fois. Donc c'est pas tellement le fait d'un choix, c'est plutôt une philosophie, savoir ce que l'on veut faire, et c'est ce que cette mutualisation de collectivités, de toute façon, avait décidé de faire pour pouvoir avoir un poids sur les marchés. Ensuite, sur le territoire, et monsieur Massieu, vous y êtes automatiquement, puisque nous avons délégué au CEMOCTOM, et que effectivement le CEMOCTOM y est parti, et le SICTOM aussi. Donc voilà, de fait, et nous sommes en période aussi d'harmonisation sur notre territoire, et il nous semblait logique de tous nous regrouper pour pouvoir enfin essayer d'aboutir à une harmonisation au niveau des déchets ménagers sur tout le territoire de notre communauté Convergence Garonne. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la rive gauche qui est gérée par un syndicat, par un privé, la rive droite qui est gérée par 2 syndicats. On s'arrache, et là on va préparer les budgets, on s'arrache tous les ans les cheveux par rapport à ces préparations de budget. Donc il faudrait essayer d'harmoniser, il faut à un moment donné commencer par quelque part, et ce fait d'adhérer, ou enfin de se positionner tous sur le même centre de tri, nous paraissait aussi un début de mutualisation. Voilà. Maintenant... Je peux intervenir, M. le Président. Allez-y. Oui, pour répondre, donc je tire bien en conclusion qu'on ne sait pas trop où on va au niveau financier, donc ça c'est un point qu'il faudra noter, j'espère dans le procès-verbal aussi. Et autre point que je voudrais aussi... On ne sait pas où on va financièrement aussi, il y a eu des études de fait au niveau de la SPL, on ne sait pas le tarif du privé applicable à la tonne, mais ça, dans chaque négociation de marché, même si vous le faites avec la Coved aujourd'hui, vous ne le savez pas. Bon, bien, il y a une usine à construire aussi, ça on ne sait pas combien ça coûte, comment ça va être amorti, sur combien de temps et quel sera l'impact sur la distribution. Ça on le sait, c'est 30 ans, enfin, on a des éléments pour la SPL. Pourquoi on ne les a pas, nous, quand on vote à ce moment-là? Je veux dire, on nous demande de voter comme si rien n'était. Toutes les communes les ont eues. On n'a aucune information précise. Si, vous les avez toutes en mairie et tout le monde les a. Hein. On les a depuis quand? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. On ne peut pas les réactualiser pour les nouveaux élus, par exemple. Vous avez toutes les informations en mairie depuis... non, mais je veux dire, on peut actualiser aussi, c'est pas interdit. C'est pas un centre de tri qui sort du chapeau, on y travaille depuis... Non, il ne sort pas du chapeau, ce que je constate... Il va quand même être géré par du privé à la fin. Vous me dites en philosophie, je veux bien la philosophie, mais on fait surtout de l'économie en l'occurrence là. Et autre chose que j'ai noté, c'est que vous y avez travaillé depuis 3 ans parce qu'il fallait faire du tri du plastique. La Coved avait réfléchi à rien et entre-temps, elle a réussi à y réfléchir, non seulement à y réfléchir, mais à faire l'usine. Donc il y a une réactivité. La Coved a eu le groupe après qui l'a racheté. Oui, mais donc, il y a une réactivité chez les opérateurs privés qui me plaît bien. Et c'est pourquoi je ne voterai pas cette délibération. Vous dites que ça fait l'objet de la délibération de la conférence des maires. Ça a été... j'ai pas eu de procès-verbal, enfin bon. Moi aussi. Bon, j'ai pas eu de procès-verbal sur la conférence des maires du 9 février. Alors je crois qu'il y a eu un vote contre et 3 ou 4 abstentions. Ah oui, donc il n'y a pas de procès-verbal, bien ce que je disais. Il est en cours. Donc voilà, fait voter Milan. Ok, une autre intervention. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Donc, alors, là.
Les noms, allez-y. Ducos. Yara. Carrasco. Attendez, j'écris. Je sais pas ce que vous voulez. On l'a marqué sur Internet. Non, c'est M. Pernet. Non, derrière M. Pernet. Ok. 8. Qui s'abstient? Charlot, Monsieur Charlot. Et Monsieur Rappé. Madame Fortin. Ok. 4 et 8. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours notre collègue Mylène Goro qui présente, c'est concernant la prévention et la gestion des déchets, convention avec OCAD 3E Écosystème. Voilà, alors ça c'est un renouvellement de convention. Hein. Nous avons donc sur la déchetterie des D3E qui sont déposés et nous avons aussi implanté une récupération de tout ce qui est lampes et ampoules. Donc la société OCAD chapeaute un petit peu toutes ces trois parties. Il y a la partie OCAD qui va être donc pour la récupération des D3E. Il y a la société Écosystème qui va, elle, de son côté, s'occuper de tout ce qui est lampes, récupération de lampes, les collecter. Donc il y a sur cette partie de délibération, il y a 3 parties. La convention donc, a passé avec les D3E avec la société OCAD. La partie pour les lampes a signé avec la société Écosystème. Voilà, c'est déjà des conventions que l'on avait qui arrivent à terme et qu'il faut renouveler pour que tout ce qui est en déchetterie puisse être repris par ces éco-organismes. Merci Mylène. Est-ce qu'il y a une intervention souhaitée? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Le point suivant concerne la demande de classement en ENS d'une partie du site du lac de la Romée. Et la parole est à notre collègue François. Oui, il est de ce côté. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le lire dans la délibération et les pièces annexes, il s'agit du périmètre du classement ENS, c'est espace naturel sensible, proposé et validé dans le plan de gestion du 4 février 2021. On ne parle uniquement des parcelles propriétés de la collectivité dans sa partie nord. Ce plan de gestion, dans son objectif 7, est de faire de la Romée un site vitrine de découverte de nature de l'entre-deux-mers. Il y a un engagement moral de la collectivité pour l'achat des parcelles privées. C'est nécessaire dans une logique de gestion globale du site. C'est surtout un critère d'éligibilité pour les subventions et l'accompagnement du CD33. La participation du CD33 est à hauteur de 60% de l'évaluation des domaines pour l'achat des parcelles. On demandera aussi à l'agence de l'eau une participation de leur part est possible. Les acquisitions peuvent être étalées dans le temps, en fonction des moyens de la CDC. Ce n'est pas parce qu'on prend une délibération ce soir qu'il faut qu'on achète les terrains privés dès demain. Cela étant, l'acquisition de certaines parcelles sont prioritaires dans le cadre du travail du PDPR pour les chemins de randonnée, là où passe le chemin actuellement. Ce classement, c'est une condition sine qua non pour l'obtention de subventions du CD33 et de l'agence de l'eau sur le fonctionnement, pour le poste des agents, les actions du plan de gestion,
les investissements dans le cadre du plan de gestion. Donc nous prenons cette délibération dans un premier temps, puis le CT33 en prendra une de son côté, et nous signerons la charte départementale des ENF de Gironde, qui sera annexée à la délibération. Donc nous serons comme l'île, au même titre que l'île Raymond. Le site bénéficiera ainsi de la visibilité et du partage d'expériences et du réseau départemental d'ENF. C'est vraiment une opportunité pour la collectivité. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Nico, Madame Carrefour. Allez, oui, madame. Merci. Il y a quelques points, c'est un beau projet, ce lac de la Romée. Il y a quand même quelques points qui me dérangent. Le premier, c'est déjà une incohérence de vouloir faire un site touristique et de loisirs, en même temps, sur le même site, un lieu d'ENS, d'espace naturel sensible. Je ne sais pas si vraiment des gens suspendus à une tyrolienne qui traverse le lac, c'est propice à un espace naturel sensible immédiat. Bon, il y a déjà ça qui me dérange beaucoup sur place. En plus, il faut quand même bien voir qu'on s'engage, là, avec cette délibération de ce soir, on va s'engager sur les 5 ans à acheter des terrains pour... c'est pourtant ce que j'ai compris. Hein. Non, il n'y a aucun engagement. On peut les acheter dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah oui, il n'y a pas d'engagement dans le temps, mais il y a un engagement. C'est selon les finances de la CDC. Si on a les finances, on achète. Si on n'a pas les finances, eh bien, on ne pourra pas acheter. Voilà. Il y a quand même bien marqué qu'il y avait un engagement. Alors, c'était pas dans... C'est un engagement moral. C'est pas... Ben, bon. Mais bon. Et alors, bon, en parlant aussi de cet engagement moral, tout ça, ça a un coût. Et donc, d'après le plan sur les 5 ans qui a été développé, ce coût est de 1 million d'euros. Donc, soit, si, à peu près, si. Et encore au bas mot, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été définies. Hein, il y a des prix et des critères qui n'ont pas été définis. Donc, je finis, monsieur Dora, je vous laisse la parole ensuite. Donc, ce qui veut dire que c'est en moyenne, alors pas pour 2021, mais pour les années suivantes, et en moyenne sur les 5 ans, 200 000 euros. Je me dis, avant de s'engager dans des tels frais, qui sont certes un beau projet, là-dessus, voilà, hein, pourquoi pas, bien que tout de même, je reviens sur cette incohérence, mais est-ce qu'on ne peut pas voir ce qui financièrement est possible durant les 5 ans ? Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est possible, et là, ce soir, on nous demande de voter pour quelque chose qu'on va entamer, dans lequel ça va être un engrenage, et on va être obligé d'aller jusqu'au bout. Or, on ne sait pas si, finalement, financièrement, c'est juste. Donc, je vais répondre à votre question. Là, on parle du classement ENF des parcelles de la CDC. Ce qu'on a vu l'autre fois en réunion, en commission environnement, c'est autre chose, en comité de pilotage, c'est autre chose. C'est la suite, mais la suite on l'a fait ou on ne la fait pas. Si on n'a pas les moyens, on ne pourra pas tout faire, on le sait très bien. On le sait très bien. Ça, dans un premier temps, c'est le classement ENF des parcelles qui appartiennent à la FEDC, ça nous coûte 0 €. Voilà. Ça, c'est la première démarche. Pour le reste, on verra après. Ce qu'on a vu l'autre fois, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Allez. Il me semble que les hésitations qui semblent apparaître viennent peut-être du fait qu'on n'a pas, enfin je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais qu'on n'a pas défini les éléments structurants de notre territoire. À titre personnel, je suis persuadée que le lac de la Romée est un élément structurant du territoire en complémentarité avec l'île Raymond. C'est la raison pour laquelle je voterai évidemment cette délibération. Mais il me semble que ces hésitations pourraient peut-être être levées si à un moment donné on se posait pour définir les éléments structurants, qu'ils soient dans le domaine environnemental, qu'ils soient dans le domaine culturel, qu'ils soient dans le domaine sportif, tourisme, je mets des points de suspension, je n'ai oublié personne, mais il me semble que cette démarche, on l'avait initiée au moment de la fusion, quand on s'est réunis à plusieurs reprises, de nombreux samedis à l'hôpital, s'il y avait une grande salle, il y avait beaucoup de monde, on a essayé de définir ce qui allait définir notre territoire, ce qui allait faire de notre territoire un bassin de vie, un seul bassin de vie. Il me semble qu'on n'a pas converti ce travail, on n'a pas réussi, je dis on parce que je m'inclus dedans, j'en faisais partie, on n'a pas réussi à convertir ce travail en mise en œuvre et en éléments structurants. Définissons des éléments structurants.
Je répète, je suis convaincue que le lac de la Renée en est un, parce que je ne vois pas sur l'ensemble de notre territoire un équivalent dans ce domaine-là, j'entends bien. Définissons nos objectifs, ce qui nous permettra ensuite de prioriser et donc de budgétiser. Merci. Oui, le micro, vous l'avez toujours. Oui, absolument. Allez. Oui, donc je vais essayer de répondre, enfin de synthétiser un petit peu et de compléter ce qu'a dit le vice-président Dora. Pour rassurer Madame Carvesco d'abord, effectivement, vous faites allusion donc au résultat de l'étude qui porte sur l'ensemble du site du lac de la Renée, qui effectivement fait état de possibilités d'engagement de budget assez conséquents, mais en fait c'est juste l'aboutissement d'une étude engagée depuis 2 ans ou 3, et donc qui est aujourd'hui aboutie, et donc la remise de ce rapport a été effectuée en comité de pilotage il y a 15 jours je crois, 4 février, voilà. Donc avec une potentialité d'investissement effectivement qui a été calculée, chiffrée avec un potentiel touristique. Pour vous répondre aussi sur le fait du classement en ENS qui est incompatible avec le tourisme, il y a d'autres sites en France qui sont classés en ENS et qui font partie, enfin, qui sont des circuits de découverte de la nature aussi. Moi, j'ai amené pendant 30 ans des élèves en Camargue et avec, je veux dire, des parcours étudiés justement pour ne pas perturber ni la flore, ni la faune. Donc, ce soir, le vice-président l'a indiqué, c'est simplement donc le classement des parcelles qui sont propriétés. Ça coûte 0 €. Ça permet donc de bénéficier, même en l'état actuel de ce classement, de subventions de la part du département. Et effectivement, pour répondre en même temps, et je partage tout à fait l'analyse de l'Office du COS, mais je pense que autour dans cette assemblée, je pense que tout le monde est dans l'attente de cet état de plan prévisionnel d'investissement. Je veux dire, on essaie d'y travailler à travers un projet politique qu'on ne va pas tarder à vous présenter. Et effectivement, c'est une nécessité, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous se sont engagés pour justement prioriser les investissements, parce qu'on sait très bien qu'on est une communauté de communes qui n'est pas riche, et donc il va falloir effectivement faire des choix dans les investissements à venir. Je peux juste rajouter oui, Laurent. Juste pour rajouter aussi, il me semble que ça contribuerait à faire de nous un collectif. Travailler autour de ce projet-là, dépasser la collection de communes pour arriver à un collectif. Je pense qu'on en a besoin. Oui, bon, je vais tout à fait dans le sens de ce qui a été dit par Laurence Ducos et par Alain Quérens concernant la nécessité de faire une collectif. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ces délibérations qui sont très littéraires mais qui n'ont jamais de chiffres, si vous voulez. Alors on nous dit qu'il y a un avant-projet qui a été travaillé, qui a été validé le 4 février. Ce qui serait bien, on en a parlé, j'en ai parlé avec le président, ce qui serait bien, c'est que les délégués communautaires le reçoivent. S'il a été validé le 4 février, on pouvait très bien le recevoir le 5 ou le 6. Et pour ceux que ça intéresse, avoir le temps de l'examiner pour savoir de quoi on parle. Moi, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, on ne s'engage pas à acheter des parcelles dans la mesure où ça ne concerne que les parcelles de la communauté de communes. Et dans le même temps, M. Dora a dit qu'il y a quand même une parcelle qu'il faudra acheter puisqu'elle est sur le trajet du périmètre, enfin sur le périmètre, donc sur le trajet pédestre. Bon. À ce moment-là, si c'est le cas, autant nous dire tout de suite quelle est la parcelle à acheter, combien ça coûte. Et on n'en parle plus, on n'est pas suspicieux de ce qu'on veut nous faire voter sans nous annoncer de chiffres. Parce que si je comprends bien, à chaque fois qu'on vote une délibération, on a l'impression que ça ne coûte rien. Puis à la sortie, ça coûte toujours de l'argent. Donc ça serait bien qu'on ait des délibérations qui soient un petit peu argumentées au niveau du financement. Autrement, moi je suis tout à fait d'accord pour voter cette délibération. Monsieur Garat, pour ce qui est du compte rendu, Léa Garcia l'a envoyé à tous les membres de la commission. Moi, dès demain, je demanderai au service à ce qu'il soit sur le site de la CDC. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Voilà. On peut aussi le recevoir directement. Tous les représentants des communes qui sont à la commission l'ont reçu. Je pense que Mme Carvesco l'a reçu. Je parle des délégués communautaires.
Oui, c'est un sujet qu'on a abordé avec Michel Garat. Effectivement, tout est perfectible effectivement en matière de communication. Dans ce registre-là, on va essayer de s'améliorer effectivement pour que l'information ne soit pas uniquement cantonnée aux membres des commissions, mais que les gens puissent aller sur le site pour aller récupérer, dans le cadre de l'intranet, l'information s'ils le souhaitent. On va y travailler, on s'y engagé, on va y travailler avec les services. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce point-là? Oui. Merci. Monsieur Carabos. Ça y est, oui. Ouais, pour bien connaître ce lac de la Romée, aujourd'hui c'est une très belle mare à canard. C'est magnifique, on est bien d'accord, mais pour pas que ça devienne un champ de boue, qu'est-ce que vous avez prévu pour évacuer ces herbes qui poussent par mètre cube, qu'il faudra à un moment donné évacuer? Est-ce que vous l'avez prévu, envisagé, parce que pour pas que ce site devienne inutilisable? Bon, je suis désolée, c'est moi qui vais vous répondre. On a l'étude d'état de diagnostic du barrage de la Romée, qui est arrivée. Avant de savoir ce que l'on pouvait faire du fond de ce lac, il fallait savoir comment était ce barrage et ce qu'on pouvait faire de ce barrage avec son exutoire qui ne fonctionne plus, qui est une des raisons potentielles, qui est une des raisons pour lesquelles le lac s'est envasé à ce point. Donc maintenant qu'on a tous les diagnostics en main, on va pouvoir savoir ce qu'on peut faire effectivement sans toucher à la faune et à la flore de ce lac, en respectant ce lac et en respectant son espace naturel. Voilà, donc on est un peu à cheval sur plusieurs intérêts. Intérêt écologique, intérêt de structure, parce qu'il y a quand même des villages en dessous qui dépendent aussi du déversoir de ce barrage, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et il est important de faire endurer. Voilà, donc on vous répondra dans les semaines qui arrivent là-dessus, sur les possibilités, et on choisira ensemble, je vous rassure. Merci beaucoup Valérie pour cette information complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant ce sujet? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Madame Caresco. Après, qui c'est? Uniquement? Ok. Qui s'abstient? Non? Bon. Donc, adopté, je vous remercie. La délibération suivante concerne l'action sociale, et plus particulièrement la modification du règlement du logement d'urgence de Paillé, et je donne la parole à notre collègue Sylvie Porta. Merci Président. Donc ça concerne le règlement intérieur pour quelques modifications. C'est la modification du temps d'accueil dans le logement qui passerait à 1 mois renouvelable au lieu de 15 jours et de fixer l'indemnité forfaitaire d'occupation à 3 € par jour et par personne au lieu de 2 € actuellement. Et de fixer aussi le montant d'une caution de 30 €. Alors pour vous informer, le logement d'urgence de Paillé a vocation donc de recevoir actuellement beaucoup de violences conjugales et des séparations difficiles. Aujourd'hui c'est pour un dégât des eaux et les personnes restent normalement, c'était 2 fois 15 jours, mais le temps que les dossiers soient instruits, qu'ils retrouvent une location, ça dépassait, c'est pour ça qu'on a demandé à passer à 1 mois. Pour 2020, j'ai un petit peu de... Pour vous donner des chiffres, il a été occupé 250 jours. Voilà. Donc c'est tout simplement, la commission s'était réunie, on a réactualisé les tarifs. Merci bien. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées sur ce sujet? Juste rapidement. Oui, monsieur André Massieu. Tu as dit qu'il y avait 1 mois. Pour moi, c'est pareil. Ou c'est 2 fois 1 mois? 2 fois 1 mois au lieu de 2 fois 15 jours. Tu avais dit 2 fois 15 et après 1 mois. Ouais. Non, non, 1 mois renouvelable. 1 mois renouvelable. Non, mais c'était bien de repréciser. D'autres interventions? Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Toujours Sylvie Porta, dans le cadre de l'action sociale, modification du règlement logement relais de l'Estiac. Donc toujours dans la continuité, c'est le chalet d'Emmaüs à l'Estiac. On vous demande donc de délibérer. C'est pour passer... Alors le logement de Paillé, la période était plus longue puisque c'était
3 fois 2 mois. Donc l'indemnité forfaitaire était de 50 €, on l'a passé à 80 € par mois, et de fixer une caution à 50 €. Voilà. Actuellement, il est occupé pour, suite aux inondations, une famille de Prégnac. Merci bien. Des interventions? On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, le point suivant concerne le CISPD. Demande d'autorisation d'ouverture de travaux d'intérêt général. Ouais. Pour les services de réseau de lecture publique et de culture. Voilà. Et c'est toujours Sylvie Porta qui nous présente cette délibération. Merci, Président. Donc, jusqu'à ce jour, le CSPD intervenait pour les travaux d'intérêt généraux au niveau de l'île Raymond. Et c'était Bastien Campistron qui s'occupait de ce public. C'est souvent entre 60 et 120 heures de travaux d'intérêt généraux. Le CSPD s'est posé, en travaillant avec Christophe Azéma et Pierre Laroche, on s'est rapproché, pourquoi pas ne pas l'étendre à la culture, au service de réseau des lecteurs publics, puisqu'à ce jour, lorsqu'un jeune est exclu du collège, le cas échéant, la médiathèque accueille ces jeunes dans le cadre du dispositif inclusion-exclusion. Donc, en travaillant avec Christophe Azéma, avec la culture, et Pierre Laroche, on a demandé à étendre ces travaux, donc, qui consisteraient à des travaux d'entretien, de montage, c'est-à-dire de gestion du matériel qui est stocké aujourd'hui à la poule, et ça serait faire des inventaires, toujours bien sûr encadrés, voilà. Et pour ça, en même temps, il y a un subventionnement et le CSPD a demandé, dans le cadre du projet annuel qui est le Fonds interministériel de prévention à la délinquance, une subvention qui serait de 50% de la dépense engagée, qui pourrait être jusqu'à 1 000 €. Et cet argent sert bien sûr, quand on reçoit ces jeunes, on est obligé de leur acheter des bottes, par exemple, des vêtements, parce qu'ils arrivent en basket, en jean, voilà. Donc, voilà, je vous demande d'autoriser le président à déposer la demande d'ouverture des postes auprès du procureur de la République pour les services réseau lecture publique et culture. Des interventions? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. La délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse, convention d'objectifs et de financement avec la MSA, et c'est notre collègue Jean-Patrick qui nous présente cette délibération. Merci Monsieur le Président. Donc, cette convention concerne donc une action qui est réalisée dans le cadre du point local d'accueil jeune, appelé le Plage, qui met en place pour l'année 2020-2021 un accompagnement à la scolarité pour les jeunes collégiens. Donc, ce projet s'inscrit dans une charte nationale d'accompagnement à la scolarité. Donc, ces projets sont financés par la Caisse d'allocation familiale et la mutuelle sociale agricole. Et donc, il faut ce soir que vous autorisez donc, le président à signer la convention d'objectifs et de financement entre la communauté de communes et la MSA de la Gironde pour accompagner donc, ce contrat d'accompagnement à la scolarité que vous avez dû avoir en pièce annexe, je pense. Des questions? Non. Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant, c'est toujours... non. Non. C'est Jérôme. Voilà, qui le sportif, oui, demande de subvention à 433. Ne souriez pas quand j'ai sportif. Je ne suis pas crédible? Non, je pas je vois Laurence qui rigole. Donc il s'agit de demander donc, des subventions pour 433. Vous savez, 433, c'est un dispositif donc, du département de la Gironde. Depuis 2019, donc, la communauté commune a souhaité adhérer donc, à ce dispositif 433.
Et chaque année, donc, nous devons faire un plan de financement pour demander donc, les subventions. Vous voyez, donc c'est du financement sur les 4 personnes qui sont animateurs donc, durant le mois de juillet et du mois d'août. Donc il y a un chef de centre en particulier, plus des animateurs. Ce qui est particulier à cette année, c'est que vous voyez qu'il y a un cofinancement donc, pour 2020, alors que nous sommes donc en 2021, parce que malheureusement, comme nous avons un souci avec le chef de centre, enfin, site santé, donc le chef de centre l'année dernière, on a été obligé d'embaucher quelqu'un en supplément qui n'était pas prévu. Et le département, dans une situation particulière, s'était engagé à rajouter sur le budget 2021 donc un financement supplémentaire. Et ils vont tenir leur parole, donc, mais il faut évidemment qu'on leur demande. Donc il s'agit de demander ça. Je rappelle que COP 33, le but principal est de sensibiliser à des pratiques sportives les familles. Il ne s'agit pas de compétition, mais de développer des pratiques sportives au niveau de la communauté commune, ce qui correspond évidemment à notre politique sportive communautaire. Voilà. Pour information, le département pousse à ce qu'on se rencontre et qu'on partage des activités avec les autres communautés communes donc du Sud-Gironde. C'est pour ça que dans 15 jours, je dois rencontrer mes homologues de l'Aréole, Langon et Bazas, pour qu'on puisse faire des choses, que des activités soient communes, soient partagées donc, au niveau de l'été entre les 4 territoires. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La 15e délibération concernant les ressources humaines, donc je vais vous le présenter. C'est une convention de mise à disposition d'un agent par la commune de Virelade. Monsieur le maire, qui est un de nos collègues de Virelade, donc, se propose de mettre à disposition un de ces agents pour un remplacement temporaire, et notamment au niveau de la restauration collective sur le service enfance. Voilà. Donc ça nécessite l'établissement d'une convention, et si vous en êtes d'accord, je signerai cette convention. Alors il y aura peut-être cette disposition pourra être prolongée en cas de prolongation de l'absence de l'agent remplacé. Voilà. On vous en informe de façon anticipée si ça devait être comme ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Voilà, donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Et on arrive donc au point suivant qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 20 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Oui, monsieur Gara. Juste un commentaire de forme, je ne sais pas s'il a été rectifié. Sur la maquette qu'on a reçue, il y avait des réponses du débat. Quand on avait échangé, ce n'était pas dans le bon chapitre. Il y avait une interversion. Moi, je l'ai regardé. Donc c'est juste d'accord. On va mieux au bon endroit. Bon, on va le prendre en note et on va le corriger. D'autres interventions concernant ce point-là, enfin cette approbation. Donc je vous propose de délibérer sur l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Sachant qu'on fera les corrections. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle, chers collègues, que donc il faudra signer le procès-verbal voilà, avant de partir. Surtout n'oubliez pas de le signer. Donc on arrive aux questions diverses. Je passe d'abord la parole à Dominique Clavé. Oui, excusez-moi, juste avant les questions orales, juste deux informations. La commission finances se réunira le lundi 15 mars, on examinera les comptes administratifs, et se réunira le 6 avril, on sera dans la phase budgétaire. Effectivement, on va rentrer dans le dur et le moment des choix va arriver. Deuxième information, ça concerne l'étude financière. Donc la remontée des chiffres, on doit faire à Gironde Ressources, afin qu'il nous livre cette analyse, sera terminée la semaine prochaine. Donc Gironde Ressources aura tous les éléments pour travailler et nous faire un rendu financier, j'espère le plus rapidement possible. Mais je n'ai pas de date à vous donner pour le moment. Dès que je l'aurai, je vous la communiquerai.
Merci beaucoup pour cette information. Donc on a reçu donc en questions diverses 3 questions écrites par Michel Garat, reçues le lundi 22 février 2021. Donc est-ce qu'on prend les 3 questions les unes après les autres? La première question concernait le CEMOCTOM et je vous donne la parole, Michel. Oui, concernant le CEMOCTOM et concernant l'augmentation tarifaire qui a été violente pour le moins et qui a suscité des réactions au niveau des entreprises, et je proposais qu'on se penche qu'on soit quelques-uns éventuellement se pencher d'un peu plus près là-dessus pour apporter des réponses précises aux usagers. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que nous-mêmes, élus communautaires, on ait compris complètement d'où venait l'augmentation et quels étaient les tenants et aboutissants, et surtout quelle était la trajectoire éventuelle de ces augmentations sur les années à venir. Donc j'avais demandé au président dans une question écrite s'il pouvait réunir, non pas une commission, mais un petit groupe de travail comme le prévoit notre règlement intérieur, pour travailler le sujet, pour qu'on soit un peu plus informé et qu'on soit à même de répondre aux questions qu'on ne manque pas de nous poser. Même si j'habite sur la rive gauche, j'ai quand même des amis sur la rive droite qui m'ont interrogé et j'avoue avoir du mal à justifier ce qui s'est passé. Oui, je vais... alors, je n'ai pas voulu imprimer parce que je n'ai pas eu le temps, donc j'ai ma réponse là. Hein, vous allez m'en excuser parce que je vais suivre les différents points que j'ai notés. Pour vous faire un petit rappel, donc le CEMOCTOM collecte, assure la collecte et le traitement des déchets ménagers, donc comme on l'a dit tout à l'heure, sur la partie rive droite. Hein, nous leur avons dédié cette compétence, sauf pour la commune de Sainte-Croix-du-Mont, où là c'est le SICTOM qui la gère. Donc en contrepartie de ce service, la communauté de communes verse une contribution mensuelle au CEMOCTOM, et ce montant est déterminé en fonction de la population communale pour les ménages et en fonction des équipements de leur bac d'ordures ménagères pour les entreprises. Donc pour les entreprises, cet appel à contribution est en fonction de leur dotation de bac. De son côté, la communauté de communes facture une redevance à l'ensemble des usagers du service et le CEMOCTOM a fait le constat que la contribution appelée pour la collecte et le traitement des déchets d'activité économique, hein, là, tout ce que l'on a vu et entendu sur les augmentations et tout ce qui a fait l'objet d'articles dans les journaux également, concerne l'augmentation des professionnels. Hein. Voilà. Donc par rapport à ça, il appelle une contribution. Il s'est rendu compte que le constat de la contribution appelée ne leur permettait pas de couvrir réellement leurs dépenses. Donc, au regard des obligations d'équilibre budgétaire, le CEMOCTOM a donc revu ses critères de calcul de la contribution des entreprises. Donc, tous ces détails techniques ont été déjà précisés dans la délibération de décembre dernier. Et ce nouveau calcul se traduit par une augmentation, et j'en conviens, très très importante, à l'appel de contribution qui nous a obligés à répercuter ces contributions au niveau de chacune des entreprises. Donc maintenant, l'enjeu est désormais pour les professionnels de rationaliser leurs équipements en bac. Concrètement, ils n'ont plus intérêt à cumuler le nombre de bacs, mais bien à s'équiper au strict minimum de leurs besoins et de présenter le plus régulièrement et le plus rempli à la collecte. De nombreuses entreprises, d'ailleurs, on a eu le retour par le CEMOCTOM, ont déjà rendu bon nombre de bacs pour faire diminuer le montant de leurs redevances. Donc les entreprises ont également la possibilité de déposer gratuitement sur la déchetterie de Bégueil tout ce qui est tout leur carton. Ils peuvent déposer tout ça sur la déchetterie de Bégueil. Donc cela leur permet de diminuer le nombre de bacs de tri et donc leur facture. Ensuite, le CEMOCTOM propose à chaque entreprise qui en exprime le besoin un accompagnement personnalisé pour réduire les quantités de déchets produites. Et cela va dans le sens effectivement de la prévention qui va tous nous obliger d'ici l'année prochaine et l'année à venir à diminuer nos tonnages d'ordures, de tous nos déchets. Donc le CEMOCTOM, il cherche aussi à créer des synergies entre les acteurs économiques et à ce titre, il y a une solution qui est actuellement envisagée pour massifier les housses plastiques des palettes
des exploitants agricoles quand ils reçoivent toutes leurs bouteilles, et c'est tout entouré dans des palettes plastiques, et de créer un débouché qui permettra peut-être de valoriser tous ces plastiques. Donc tous ces éléments, concrètement, tous ces éléments ont été communiqués aux entreprises dans un premier courrier où il leur était laissé un laps de temps pour diminuer leur dotation de bac. Après de multiples échanges que nous avons eus avec le CEMOCTOM, un second courrier va leur être adressé pour leur indiquer qu'ils disposent désormais d'un délai supplémentaire. Ils ont jusqu'à fin mai pour ajuster leurs équipements et faire évoluer donc leur gestion de tri des déchets. Donc ça signifie que en début, ils vont être facturés. En début d'année, le calcul sera fait en fonction de leur réelle dotation de bac quand ils auront remis tous leurs équipements. C'est-à-dire qu'une société qui avait 6 bacs et qui va en rendre 4 va voir sa dotation diminuer de plus des 3/4. Donc une société qui passait effectivement, et là on peut le dire, une société qui passait de 800 € à 3500 €, en diminuant sa dotation de bac, va pouvoir retomber à une facturation beaucoup plus inférieure. Voilà. Donc nous avons, donc ça sera rationalisé. Nous avons une réunion qui va être tenue, je pense, dans le courant de la semaine prochaine, oui, Président, avec le club des entrepreneurs, où sera également présent le CEMOCTOM. Voilà, donc nous pourrons revenir sur tous ces éléments une fois que nous aurons eu l'entrevue aussi avec le club des entrepreneurs, qui est déjà informé par le CEMOCTOM de tous les ajustements qui ont été faits par rapport aux professionnels. Voilà. Tout ça dans le but aussi d'une économie circulaire et d'une diminution, où nous sommes tous appelés à faire une diminution de nos déchets. Je ne sais pas si... Une intervention, si c'est possible. Oui, M. Bernard. Moi, très sincèrement, je pense qu'on aurait pu éviter cette situation-là. On est quand même dans une période de crise. Il y a un certain nombre d'entreprises qui arrivent à s'en sortir, mais il y en a beaucoup d'autres qui, malheureusement, sont quand même dans des difficultés. Au moment où, sur le plan économique, il y a un certain nombre de dispositions intéressantes qui sont développées, malheureusement, vous voyez, une situation comme ça vient quelque part un petit peu gommer et annuler la lecture qu'en font quelque part les entrepreneurs de la fonction publique et des décisions qui sont prises. Moi, je pense que pour autant, il y a effectivement des raisons qui conduisent à des situations de rectification ou de facturation. Ça, je pense que ce n'est pas contestable, à la limite, sur le fond. Mais quand même, je peux vous promettre, pour avoir été informé dans mes fonctions de président d'honneur du club, le problème n'est pas forcément là, mais c'est vraiment quand même une situation particulièrement difficile, surtout sur la méthode. Alors évidemment, aujourd'hui, les entreprises sont conduites à rectifier le tir parce qu'on va les informer. Mais je vous promets qu'on aurait quand même pu éviter, tant pour notre situation d'élus qui prenons des décisions, mais que pour les entrepreneurs qui, par ailleurs, je le répète, à nouveau, sont accompagnés par la communauté de communes sur un certain nombre de dispositions économiques qui n'existaient peut-être pas forcément jusqu'ici, et donc qui vont dans le bon sens. Enfin, pour l'avenir, il faudra vraiment que les concertations soient prises en amont. Quoi. Oui, je pense, et je vous rejoins, je pense que la communication faite en amont a été trop courte et a laissé peu de temps. C'est pour ça qu'on a réussi à négocier et 2 fois à justement rallonger ce délai pour que chaque entreprise puisse se retourner, trouver des solutions aussi, puisque les déchets des entreprises ne sont pas considérés comme des déchets ménagers et assimilés. Théoriquement, il y a des filières autres pour ces entreprises. C'est collecté par le syndicat, mais il y a des filières. Et effectivement, certains groupements, on va dire déjà d'entreprises, se sont réunis pour essayer de trouver des solutions autres et trouver des débouchés par un prestataire privé. Donc tout ça, c'est en cours, mais je vous rejoins dans le sens où effectivement cette communication a été, et pour nous aussi, ça a été
brutal aussi, et pour faire nos budgets où nous sommes obligés de les faire en fin d'année, alors que le CEMOCTOM revoit ses grilles lui plutôt en mars-avril, c'est pas un exercice facile aussi, et on a été les premiers quand il a fallu envoyer ces courriers à dire mon Dieu, bon, voilà. C'est vrai qu'on peut rejoindre ça dans le sens de la communication qui a été vraiment voilà, trop brutale, trop courte. Il n'y a pas eu assez de temps pour laisser aux personnes le temps de se retourner. Une année aurait été, c'est pour ça, à mon point de vue, utile. En sorte qu'on a réagi très rapidement et qu'on est intervenu auprès du CEMOCTOM. On a obtenu du CEMOCTOM un délai. Donc parce que normalement ça devait aller jusqu'au 31 mars et on a obtenu ce délai jusqu'au 31 mai, donc ce qui permettra, et on a demandé, et ils ont été d'accord, d'accompagner l'ensemble des professionnels pour savoir comment ils pouvaient au mieux rationaliser la gestion de leurs déchets, et ensuite de pouvoir éventuellement aller chez un prestataire autre que le CEMOCTOM, puisque à la différence de l'administré lambda, le professionnel peut choisir effectivement son prestataire. Mais je suis complètement d'accord avec ma collègue, ça a été pour le moins brutal, qui fait qu'on a quand même essayé de réagir au plus vite, et donc ça va se finaliser par une rencontre que l'on va avoir avec Dominique, avec Mylène et le CEMOCTOM, avec le club des entrepreneurs, bon, pour essayer de faciliter effectivement cette problématique qui a fait d'ailleurs l'objet d'articles sur le journal, d'ailleurs, où ça a été très très bien expliqué en fait. Voilà. Oui, je donne la parole à Alain. Oui, moi je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit, je partage votre point de vue. Là où je suis toujours en attente de compréhension, c'est sur la justification de l'augmentation des tarifs d'une année sur l'autre. Ça veut dire que moi je considère que le CEMOCTOM n'a pas été en capacité de nous apporter la preuve de cette augmentation des tarifs. Alors la justification, vous l'avez décrite, ils nous disent que c'est aujourd'hui ils ont fait le calcul que tant de bacs, tant de collectes, etc. Ça veut dire qu'avant, donc, ils s'étaient complètement trompés sur la facturation pendant des années quand même. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et on a quand même pu comparer à activité équivalente. On a demandé aux services qui ont fait un travail remarquable. On a demandé donc à activité équivalente entre la rive droite et la rive gauche. Il y a des différences de surcoût rive droite par le CEMOCTOM jusqu'à 3 fois le coût d'une entreprise équivalente sur la rive gauche. Donc on peut légitimement se poser la question donc, de cette nouvelle tarification. Merci, Monsieur le Président. Oui. Non, je veux juste dire que oui. Attendez, hop, à la fois, donc je donne la parole à Bernard Dréau, et puis après... Je dis que la réciproque est vraie, en ce sens que qui dit que le syndicat de la rive droite n'est pas dans l'erreur. Hein, la rive gauche, pardon. Ça veut dire qu'avant, il se trompait aussi. Bah, peut-être. Hein. On ne sait pas. S'il faudrait, c'est mettre à plat, comme tu le demandes, d'avoir les clés de répartition. Non, mais si je peux me permettre, c'est pas du tout la même chose, puisque les entreprises de la rive gauche, nous sommes un territoire, et on le voit sur notre territoire, nous sommes un territoire à la redevance incitative. Nous sommes un territoire à la redevance incitative où le calcul des grilles est on peut comparer ce qui est comparable. Nous, les entreprises, elles ne sont pas soumises à une dotation de bac. Elles sont soumises comme la redevance incitative à la levée, à la pesée de leur bac. C'est-à-dire que pollueur-payeur, hein, ce que l'on produit, voilà. Les grilles que l'on a, et depuis des années, je crois que ça remonte à la nuit des temps, hein, moi je n'étais pas élue à l'époque, mais les grilles qui ont été instaurées sur les coteaux de Garonne et sur cette partie-là,
franchement, elles sont imbuvables. Et pour les comprendre, il faut vraiment tout refaire. C'est pour ça que cette entité d'harmonisation aussi, et une fois qu'on aura une équité de traitement de tous nos administrés, je pense qu'ils soient citoyens lambda ou qu'ils soient entrepreneurs, une fois que l'on aura réussi, et c'est pas une mince affaire, hein, à pouvoir harmoniser ce territoire pour essayer que nos administrés soient tous traités sur une même base, et on le voit bien et on l'a comparé, effectivement, les grilles tarifaires qui sont imposées, même sur les communes à la redevance incitative, qui ne sont même pas à la pesée, mais sur les communes de Rions, Paillé, Lestiac, hein, qui sont à la redevance aussi incitative, ce ne sont pas du tout les mêmes augmentations que celles qui sont produites justement par le calcul de dotation de bac, je crois qu'il y a même un nombre de personnes d'activité, enfin un nombre de salariés par entreprise, enfin c'est quelque chose de... Voilà. Et donc ça nous, à chaque fois, comme il faut que les budgets soient équilibrés, c'est un jeu et pour toutes les personnes qui font partie de la commission des ordures ménagères, hein, vous pouvez le voir, à chaque fois que nous avons à traiter cette question, on arrive vraiment au bout du bout de ce que l'on peut faire sur ce budget par rapport aux entreprises et même aux personnes, on va dire, aux citoyens lambda des Côtes-de-Garonne. Donc, bon, voilà, je pense que la différence est là. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable parce que nous n'avons pas les mêmes façons de calculer et de payer par rapport aux deux côtés de rive. Bon, qui c'est qui avait demandé là? Oui. Juste, je me permets une remarque, indépendamment de la question de l'augmentation, je ne sais pas si c'est possible, c'est juste un questionnement, est-ce qu'on pourrait imaginer de dispenser, et je fais allusion, c'est Moctom, de dispenser de cette facture-là les entreprises qui ont été totalement fermées? Je fais allusion aux restaurants, aux bars, etc. Alors je sais que c'est compliqué parce que certains sont impactés sans être fermés, j'en conviens. Mais on peut quand même imaginer que les bars, les restaurants, si on prend cet exemple-là, n'ont pas produit énormément de déchets ces derniers mois. Mais ils ont été, normalement, le CEMOCTOM a pris, à ma connaissance, un certain nombre de dispositions d'exonération partielle ou totale par rapport à ceux qui ont été impactés par la crise économique et l'interdiction de pratiquer de la part de l'État. Donc normalement ça va se répercuter, mais par contre ça ne sera pas répercuté en totalité. Pourquoi? Parce que on a les services, nous, internes à la CDC, et nous, nos employés, il faut les rémunérer. Donc, mais en tout cas, il y aura un dégrèvement pour ceux qui ont été lourdement impactés par la crise sanitaire. C'est Michel, non, qui veut... C'était simplement, mais on se souvient bien de ce qu'a dit Alain Caïren, je rejoins exactement, je suis en parfaite osmose par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. Parfait. Et il faut toujours comparer les comparables, rive droite, rive gauche, non, donc on est bien de la rive droite, et c'est bien d'un coup à point nommé, mais qui font mettre la main à la poche d'une manière très excessive les entreprises, donc on trouve ça relativement, non pas lamentable, parce que c'est quand même très étonnant. Voilà. Merci Michel. Donc, je vous propose... Oui, juste Vincent. C'est Rions. Oui, excusez-moi. Oui, donc étant à la commission finance du CEMOCTOM, j'ai fait ma première et seule réunion début décembre, donc où j'ai découvert donc, les enjeux immédiats à court terme. Donc il a fallu vite apprendre. Donc je confirme bien qu'il y a eu un moratoire, enfin qu'il y a eu exonération sur les périodes de non-activité des entreprises. Donc ça a vraiment été pris en compte, y compris dans la spécificité de leurs activités. Voilà. Donc ensuite, je précise aussi qu'il n'y a pas qu'un défaut de calcul depuis 2003 ou 2013. C'est un ensemble de nouvelles charges à prendre en compte.
la TGAP sur l'incinération qui est multipliée par 5, l'enfouissement aussi. Ça va augmenter encore et encore jusqu'en 2025, je parle sous le contrôle de Mylène, mais aussi il y a il y a des paramètres aussi plus techniques qui sont aussi à prendre en compte. On a l'incendie du grand bâtiment du traitement il y a 2 ans de ça qu'il faut que l'on rembourse. Et cela même est dû parce qu'on manquait de personnel sur une déchetterie, parce qu'effectivement il faut... C'est un véhicule, c'est une machine où il y avait un produit inflammable qui n'avait pas été enlevé dans une déchetterie, qui a fait qu'ensuite, quand il a fait chaud au mois d'août 2018, je crois, hein, c'était cette période-là, le bâtiment a pris feu. C'est-à-dire que la dimension humaine aussi est très importante, on ne peut pas l'évacuer au prétexte qu'il faut rationaliser tous les coûts, voilà, parce qu'un jour on le paie. Voilà. Donc effectivement, voilà, il y a un ensemble de facteurs, mais il faut avoir à l'esprit que donc, on espère que pour les particuliers, du fait que les professionnels vont payer leur part, la hausse soit beaucoup moins importante que celle qui se serait passée si les professionnels n'assuraient pas leur part. Et je confirme aussi que je déplore aussi vraiment je vais être un peu fort, mais les lacunes en termes de communication. On aurait pu annoncer que le prévisionnel allait être multiplié par 3 ou 4 les prix, et qu'il y avait un moratoire que l'on n'envoyait pas la facture, et derrière, avant, donc on pouvait faire un travail très pédagogique en s'appuyant sur les élus locaux. Voilà, aussi. On est bien d'accord. Merci. Bon. Juste, oui. je voulais revenir sur ce montant qui fait débat et qui a fait peur et qui fait peur. Il faut vraiment, comme l'a dit Mme Doro, c'est se mettre en tête que c'est un prévisionnel au vu des chiffres de 2020 que les professionnels ont eu comme déchets. Donc, au vu de ces nouvelles donnes, effectivement, et leur volume de bacs devant baisser et leur nombre de levées devant baisser, ils n'auront pas ces calculés comme ça, X%. Enfin, je pense qu'il faut pouvoir les rassurer dans ce sens-là. Et je crois que ça va être l'objet du prochain courrier du CEMOCTOM. Donc, voilà. Je pense qu'on peut les rassurer dans ce sens-là aussi. On aura l'occasion d'en informer également par le biais du club des entrepreneurs, puisque là on pourra leur donner un certain nombre d'informations. Hein? Président, oui. Juste pour M. Garin avec 2 interrogations. C'était la première. Il y en avait encore une, mais je vais y répondre. On reviendra vers lui. Je vais proposer votre demande qui va être traitée en commission. On va voir comment on peut travailler justement avec ça et on reviendra vers vous. Je vais proposer ça aux prochaines commissions que l'on va avoir. Et je ne sais pas, mais de mémoire, il me semble que je n'ai pas de membres. Je peux me tromper parce que je n'ai pas tous les membres en tête. Il me semble que je n'ai pas de membres de la commune de Barsac à la commission des ordures ménagères. Vous me le confirmez? Voilà. Donc bon, je reviendrai vers vous pour ce groupe de travail auquel vous vous demandez. Ok, merci. Donc, si vous en êtes d'accord, on va passer à la deuxième question qui concernait la GEMAPI. Je vous redonne la parole, Michel. C'est encore moi, je suis désolé. GEMAPI, mon premier point, c'était pour demander à la vice-présidente si vous pouvez nous faire un petit bilan rapide. J'imagine que c'est un bilan forcément rapide, puisqu'on est au lendemain des inondations sur les dégâts qu'on a pu subir ici ou là. Et puis surtout pour la remercier, ainsi que ses équipes pour le travail qu'ils ont fait. Donc je remercie au nom de la commune de Barsac et au nom de son maire. C'est gentil, je vous remercie pour eux. Alors, première information, si vous avez vos agendas pour les membres de la commission GEMAPI, réservez le 16 mars. Je ne peux pas vous donner d'heure, je ne peux pas vous donner de lieu. Au mieux, pour moi, on le fera en extérieur sur un site qui sera charnière cette année. Parce que très sincèrement, la précédente commission à distance, etc., c'est juste pas envisageable. Donc on va se débrouiller différemment. On n'a pas le droit de le faire en intérieur, donc on va se débrouiller différemment en espérant qu'il ne pleuve pas. Alors, je vais juste d'abord commencer par une question, Monsieur Garas. C'est quoi l'objectif de votre question?
Je suis vraiment désolée, mais j'ai besoin de comprendre. Vous savez, je ne suis pas politique, hein, donc j'ai vraiment besoin de comprendre l'objectif. Non, il n'y a pas d'objectif, c'est juste une information en passant sur savoir s'il y avait des dégâts sur des digues et où et comment. C'est simplement ça, il n'y a rien de bien fouillé, si vous voulez. Parce qu'on a entendu parler à droite, à gauche de dégâts ici ou là. Donc c'était pour savoir s'il y avait eu déjà, de votre côté, une information et une remontée d'informations à ce sujet, parce que nous, on allait remonter sur nos communes, et c'est tout. Donc c'est tout simple. Je vous pose juste cette question parce que j'ai passé 3h30 à la mairie de Barsac hier. Alors, il y a une mauvaise communication à la mairie de Barsac. Désolée, hein, mais bon, voilà, c'était prévu de longue date. Hein, donc bon, peu importe. Donc je vais vous faire un état des lieux. Je ne vais pas répondre complètement à votre question parce que pour la première des choses, déjà, nous ne sommes pas délégataires de la totalité des ouvrages et des systèmes d'endiguement sur le territoire de communauté de Convergence Garonne. Donc je ne peux parler que de ce dont nous sommes responsables. Je ne me permettrai pas de parler ni d'émettre une opinion sur autre chose. On le fera en temps et heure. Donc pour l'instant, ce sont les digues qui vont de Séronce jusqu'à Barsac, le premier système d'endiguement de Séronce-Barsac et Barsac-Prégnac. Voilà, ce sont ces systèmes-là qui n'ont pas tant souffert que ça. Finalement, ils ont bien tenu leur rôle. Même plus que prévu, hein, puisqu'on attend encore la classification de l'épisode. On est, semble-t-il, sur une crue de 20 ans, ce qui n'est pas rien. Semble-t-il, hein, parce que je me méfie un petit peu des données du sous-préfet, tant que ce n'est pas écrit, j'y vais pas trop. Mais semble-t-il sur une donnée de 20 ans, qui a conjugué plusieurs épisodes, qui sont non seulement les ruissellements d'eau de pluie qui sont venus du bassin d'Adour avec le Ciron, et en supplément la Garonne avec les bassins et les pluies qui sont arrivées depuis bien plus loin et du Massif central. Et en plus, le troisième événement qui était des coefficients de marée qui étaient quand même assez rares. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un bon exercice. Il n'y a pas eu de drame humain, il faut relativiser beaucoup de choses. Le plus gros embêtement, il est sur la digue du château de Roland, donc qui est sur Barsac, qui a perdu sa carapace. Finalement, qui est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça nous permet de voir un petit peu. La carapace, c'est le pavé béton qui est au-dessus de la digue. Voilà. Donc là, elle a été surversée à cet endroit-là, donc le ciron est passé par-dessus, c'est le ciron qui est passé par-dessus. Donc qui bien évidemment a amené de la matière avec lui, a amené du béton, donc il y a tout ce granulat qui va être à extraire, qui va pouvoir nous permettre de remplacer un peu de granulat de gravière. C'est un signe sympathique pour chez nous. Mais bon voilà, c'est pas catastrophique. Je vais juste enlever une chimère complète. Aucune digue n'a eu de brèche à la crue. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, aucune digue n'a eu de brèche à la crue. On a 2 digues qui ne sont pas dans nos systèmes, hein, qui ont été effectivement abîmées à la décrue, mais pas à la crue. Elles ont toutes tenu. Il n'y a aucun système d'endiguement qui a généré une masse importante d'entrée d'eau par inadvertance. Elles ont été subversées, c'est tout. Ça a mis à plat beaucoup de systèmes et leur efficacité. Voilà. Et je voulais rassurer aussi les élus gémapiens qui suivent un petit peu l'avancée des travaux. Nos résultats d'études de danger sont arrivés pendant l'épisode. C'est sympathique, hein, c'était le jeudi, donc en plein épisode. Donc on a pu les voir en action, on a pu voir la véracité de ce qui nous était annoncé et ils ne se sont pas vraiment trompés. Donc voilà, on est en train d'analyser tout ceci pour le servir aux différents maires, les premiers impactés, à la commission, et on avance. Donc il n'y a pas de catastrophe. Il y a des trous de blaireau, voilà, ça c'est classique. Hein. Je crois que tous ceux qui ont des digues chez eux les connaissent. Il y a des ouvrages qui ont un peu souffert, mais ils étaient déjà de toute façon en très mauvais état. Hein. Les ouvrages n'ont pas été entretenus depuis très très longtemps, donc ils ne sont pas en très bon état. Donc ils ont souffert, mais pas plus que... Ça a été un peu concentré, c'est tout. Donc on va effectivement... on a déjà fait l'état des lieux de ce que nous avions à faire, il est fait. On a des chiffrages, j'en ai demandé d'autres, des supplémentaires, des comparatifs et des recherches de subventions. On était encore cet après-midi sur un retour d'expérience avec le Réolé. On a celui de Sud-Gironde et de Convergence qui arrive la semaine prochaine. On a des infos qui arrivent au compte-gouttes sur des subventionnements possibles et des aides. Donc voilà. Mais il n'y a pas une situation catastrophique. Effectivement, on a découvert des systèmes de collaboration et je pèse vraiment mon terme entre Convergence Garonne et les communes qui étaient impactées. On a appris à exister avec eux et ensemble, et c'était très bien. Et il y a beaucoup d'idées qui ressortent et qui pourraient potentiellement associer les autres communes derrière, tout le monde a envie de faire quelque chose dans ces moments-là, et je crois qu'on en a besoin. Donc on vous fera une proposition dans quelques temps pour matérialiser tout ça et mettre les choses possibles et réalisables en place. J'arrive.
Je vous remercie. Merci bien. Donc la troisième et dernière question. Troisième et dernière question, ça concernait l'Office du tourisme, puisqu'on a, en tant que membre de l'Office du tourisme, administrateur, on a reçu une lettre de démission du président Christian Boyer. Donc ma question était incidente, juste pour demander si on pouvait nous en dire un peu plus sur ce qui a pu motiver cette démission, autant qu'on puisse le savoir. Oui, juste avant de donner la parole à Thomas Pilias, je peux dire que j'ai reçu très récemment des informations. Nous sommes sur une phase de décrispation de la situation. Je donne la parole à Thomas. Effectivement, il y a une phase, comme dit Jocelyn, à l'actuelle, de crispation, on va dire. Moi, je vous le rappelle que la compétence tourisme est une compétence obligatoire de la communauté de communes. On a délégué donc à l'office des missions. Ces missions sont retracées dans la convention d'objectifs. Je pense que tous les membres du CA ont dû la voir. Sur cette convention d'objectifs, tout est marqué, c'est très, très clair. Donc depuis maintenant, ça fait 8 mois, où on essaie effectivement de travailler avec eux. Alors il faut savoir que l'Office de tourisme, quand il a été créé sous statut associatif, qui donne effectivement beaucoup de liberté et beaucoup de souplesse quand même à l'association, mais comme toute association, il faut aussi que la collectivité derrière surveille la bonne utilisation des deniers publics par la mise en place d'indicateurs de suivi, d'indicateurs quantitatifs, qualitatifs, qui doivent être donnés tous les ans, un plan d'action budgétisé qui doit aussi être donné tous les ans, budgétisé par action, et c'est les points de crispation qui peuvent apparaître à ce moment-là, parce que c'était des demandes répétées de la collectivité, et ces demandes sont subies par l'Office de tourisme comme de l'ingérence. Donc là, on travaille actuellement à trouver une solution des plus favorables pour que cette crispation-là puisse se calmer un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je reste sur des faits, sur une convention d'objectifs que nous avons, qui est de 2020 à 2021. Il y en aura une autre 2022-2024. Et voilà, on travaille actuellement. Ça n'empêche pas le travail en parallèle de l'Office de tourisme pour travailler la future saison. C'est pas du tout, c'est quelque chose qui est en parallèle, où on n'est pas forcément d'accord sur différentes choses, mais ça devrait se résoudre courant mars. Voilà. Donc j'en conclus qu'on va avoir un conseil d'administration incessamment. Normalement, mi-mars, vers mars, par là. Donc il y a 2 démissions, effectivement, dont le président de l'Office de tourisme, qui font partie des socio-professionnels. Et il y a une démission du bureau d'Alain Quérens, qui a rien à voir, qui... Effectivement, Alain a plusieurs, je réponds à ta place, Alain a plusieurs casquettes, et c'est vrai que là, le travail ne manque pas, et donc il ne pouvait pas assumer ces missions-là. Donc il y aura un nouveau, effectivement, CA qui devra nommer d'autres personnes. Et il y aura un point de rencontre, très probablement, avec le bureau Christian Boyer, très prochainement. Bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Oui. Donc, Bruno, on vous écoute. Ça marche, ouais. Oui. Je vais être bref. Je t'ai posé une question ce matin, tu dis que ce n'est pas le rôle de la CDC, mais j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent mes collègues. Nous sommes obligés depuis janvier 2021 à se munir de défibrillateurs dans nos salles de fête par exemple. Et je te pose la question, est-ce qu'il peut y avoir une logique de mutualisation avec la CDC sur ce type d'achat, avec une structure qui aurait un côté moins cher? Et j'en fais pour poser une deuxième question, puisque tu me dis sans arrêt, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas discuter avec mes collègues sur des idées de mutualisation. Je donne un exemple que M. Keren, je pense qu'il est au courant. Par exemple, sur les futurs dossiers de demande d'urbanisation, qu'il va falloir qu'on dématérialise. Donc il va falloir qu'on se munisse de logiciels, former les secrétaires. Donc j'ai reçu, dont pas mal de mes collègues aussi, une devis de la part de la DDT de 17 000 €. Pourquoi la CDC
ne se mettrait pas en charge d'étudier un logiciel commun sur laquelle après on pourrait bénéficier d'une charge moins lourde. Voilà. C'était la question que je pose à la CDC et en même temps un peu mes collègues. Est-ce que c'est une bonne idée d'imaginer de mutualiser des achats sur laquelle nous n'avons jamais pensé? Contre l'idée, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, c'est à l'initiative des communes à dire, bon, mais s'il faut des défibrillateurs, par exemple, je ne sais pas, sur la communauté de communes, il en faudrait 20. C'est sûr que si on fait une commande groupée à 20, on aura des prix beaucoup plus intéressants que si on y va individuellement. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je veux dire, il faut que ça soit une organisation, on peut être à l'initiative, on ne peut pas se substituer. Voilà ce que je veux dire. On peut pas, ça ne peut pas rentrer, par exemple, je ne sais pas comment après ça peut se répartir, mais ça ne peut pas rentrer dans le budget. Enfin, je regarde, c'est sous le contrôle de Anne-Laurence Toulec et de mon collègue Dominique Clavier. On ne peut pas se substituer à l'achat voilà. Mais par contre, on peut prendre effectivement une initiative, ça ne nous empêche pas de prendre une initiative, de faire un groupement, enfin, de regrouper notre commande. Voilà. Il va falloir qu'on regarde, effectivement, on peut faire, créer un groupement de commandes. Hein. Ça peut être vrai pour des travaux de voirie, ça peut être vrai pour un certain nombre de choses. Après, la mise en œuvre et le suivi administratif de la CDC, il y a un coût. Enfin, faut regarder. Je pense qu'on va faire un petit zoom là-dessus. Moi, souvent, on en avait parlé d'ailleurs, ce problème de groupement d'achat qui pourrait être une solution, puisque les communes, par exemple, ont pensé à la voirie, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être des achats scolaires, ça peut être le défibrillateur. Oui. Ouais. Ah, mais c'est pas une découverte. Simplement, il faut quand même mettre quelques règles du jeu et savoir comment ça fonctionne. Oui, simplement c'est pour Bruno, pour les défibrillateurs. Il faut faire attention parce qu'en 2024, tous les défibrillateurs doivent être changés parce qu'il y a de nouvelles normes. Ah oui, on a acheté le dernier. Merci, oui, il est urgent de ne pas se presser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous donne une dernière information. Donc, après avoir été auditionné par le bureau et avec son accord unanime, donc je nommerai au poste de directrice générale des services, à compter du 1er mars, Madame Johanna Campinos. Voilà, qui sera notre nouvelle DGS à compter du 1er mars. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie.